Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois, nous avions commencé le sommaire additionnel avec la première partie qui sont des extraits des procès. Le sommaire additionnel, il se compose de deux parties, je le rappelle, un certain nombre de dépositions tirées des procès ordinaires et apostoliques, et puis des documents ou des sources écrites autour de certains problèmes. Alors dans cette première partie, on avait déjà donné quelques dépositions du procès ordinaire romain, et nous avions commencé à voir le témoignage du cardinal Pierre Gaspari, qui était secrétaire d'État. Donc voici son témoignage. On l'a vu la dernière fois, c'est un témoignage qui n'est pas dénué d'intérêt, mais qui n'est pas de l'honnêteté la plus grande, évidemment. Voilà son témoignage. Pour être clair, je dois faire quelques remarques sur Monseigneur Benigni, du Sodalitium Pianum. Ce fut moi, en ma qualité de secrétaire des affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui, malheureusement, le fit nommer sous-secrétaire à la suite de ses insistances sur la mauvaise situation économique dans laquelle il se trouvait. Bien qu'il fût professeur d'histoire ecclésiastique, avec 15 heures de cours par semaine au collège urbain, à Saint-Apollinaire et au séminaire du Vatican. Tant que je fus secrétaire des affaires ecclésiastiques extraordinaires, il n'y eut pas grand-chose à dire. Après ma nomination au cardinalat, en 1907, il commença en 1908 la publication de Correspondance de Rome, hebdomadaire, si je ne me trompe, subventionné aussi, du moins de façon extraordinaire, par Pie X, ce que, malgré le respect qui lui est dû, je me permets de ne pas approuver. À cause de la position que Monseigneur Benigni avait eue au Vatican, la correspondance de Rome était considérée par beaucoup comme officielle, ou du moins comme officieuse, en somme de grande autorité. Donc, comme il était facile de le prévoir, il y eut des réclamations que l'on peut voir dans les archives de la secrétairerie d'État. Alors, pour remédier à ces réclamations, la secrétairerie d'État, en juillet 1911, dans une dépêche envoyée au nonce de Munich, la secrétairerie d'État fut contrainte de déplorer la publicité faite par la correspondance et de déclarer qu'elle n'était ni officielle ni officieuse. Cette lettre rendait la position de Monseigneur Benigni dans la secrétairerie d'État très délicate, et ce fut un coup grave porté à la correspondance. Sorti avec tous les honneurs de la secrétairerie d'État, Monseigneur Benigni supprima rapidement la correspondance et fonda une association secrète appelée Sodalitium Pianum. Le but de cette association, ainsi qu'il était indiqué dans l'article 1 des statuts, était de défendre l'Église et le pape contre la secte moderniste, dans toutes ses manifestations et contre toutes ses complicités possibles. Et par la suite, il expliqua que le Sodalitium Pianum se proposait la sauvegarde du catholicisme intégral, comme s'il pouvait exister un véritable catholicisme qui ne soit pas intégral.
la contradiction ici du cardinal Gaspari. Donc, sauvegarde du catholicisme intégral contre l'interconfessionnalisme, le féminisme, le démochristianisme. Donc ici, l'interconfessionnalisme, c'est l'œcuménisme, le féminisme déjà, à l'époque. Le démochristianisme, c'est le sillon. Le syndicalisme implicitement ou explicitement religieux. Et la manie ou la faiblesse de tant de catholiques de vouloir paraître conscients ou évoluer. Donc voilà, c'était tous les chefs d'opposition de cette sauvegarde du catholicisme. Par l'intermédiaire de ses affiliés dans les différents pays, le Sodalitium Pianum veillait sur l'orthodoxie intégrale, en particulier des personnes qu'il considérait comme suspectes ou dangereuses, et dont il avait la liste, comprenant des cardinaux, des évêques, des prélats, des religieux. Le Sodalitium Pianum avait pour dirigeant Monseigneur Benini, qui correspondait avec les affiliés à l'étranger par des mots conventionnels, et dans le cas de manquement à l'orthodoxie intégrale, il en référait aux autorités supérieures de Rome. C'était, dit Gaspari, en somme, une association secrète d'espionnage. Gaspari présente la liste des personnes à surveiller et le code conventionnel. Et dans la liste sont énumérés seulement quelques jésuites à surveiller, mais la campagne était dès lors, dit-il, contre toute la compagnie de Jésus. Le Sodalitium se maintint en vie, même après la mort de Pidis, on l'avait vu, pendant le pontificat de Benoît XV. Bien qu'à ce moment, Benini, dit-il, ne fut pas en odeur de sainteté auprès du pape, ni le pape auprès de Monseigneur Benini. Finalement, on l'avait vu la dernière fois, la Sacrée Congrégation du Concile intervint et mise au courant de cette association secrète fondée et dirigée par Monseigneur Benini, la Sacrée Congrégation du Concile, qui doit s'occuper de l'observance du canon 684 qui interdit les sociétés secrètes, en accord avec le Saint-Père Benoît XV, par une lettre du 25 novembre 1921, il voulut que le Sodalitium Pianum fût dissous. Et effectivement, il fut dissous le 8 décembre 1921. Dans la lettre de la Sacrée Congrégation du Concile, on dit que cette Sacrée Congrégation considéra comme opportun, les circonstances actuelles étant changées, donc disparition de Pidis, la dissolution du Sodalitium Pianum. Et ces mots, les circonstances actuelles étant changées, furent mises eu égard aux précédentes approbations de Pidis, mais en réalité, la dissolution fut voulue parce qu'on n'admettait pas une pareille association d'espionnage, dit Gaspari. Je dois dire, continue-t-il, je dois dire avec regret que le Sodalitium Pianum fut approuvé par Pidis et par la consistoriale après qu'elle eut entendu le pontife. Donc Gaspari a remis à la commission les preuves de cette approbation et il ajoute son témoignage. Le pape approuva donc, bénit et encouragea une association occulte d'espionnage en dehors et au-dessus de la hiérarchie, association qui espionnait même les membres de cette hiérarchie, ainsi que les cardinaux. En somme, il approuva et encouragea, dit-il, une sorte de maçonnerie dans l'Église, chose inouïe dans l'histoire ecclésiastique. Or, ceci me semble grave, et non seulement à moi, mais aussi à l'éminentissime Mercier, le cardinal Mercier, qui était dans la liste des suspects à surveiller. En fait, Monseigneur Cicconiani, qui était auditeur à ce moment-là de la nonciature de Bruxelles,
écrivait que le cardinal Mercier, ayant connu le sodalitium pianum approuvé par Pidis, désapprouva vivement ce système de dénonciation et regretta que Pidis ait pu cautionner un tel mouvement. C'est dans une lettre du 7 décembre 1921. Donc Gaspari accuse Pidis non seulement d'avoir approuvé, béni et encouragé le sodalitium pianum, mais il l'accuse aussi d'attitudes graves dans le gouvernement de l'Église. Par exemple, des dénonciations. Et il ajoute « Je ne sais si c'est avec un certain cynisme, bien que le Saint-Père fût en cela, je n'en doute pas, de parfaite bonne foi. » On ne mange pas de pain. À propos des jésuites, Gaspari témoigne « Le Saint-Père Pidis n'était pas parfaitement sûr de leur orthodoxie. Il les considérait comme plus ou moins entachés de modernisme, et il le disait en privé. Mais ensuite, ces paroles, comme c'est naturel, étaient rapportées. Et cependant, il ajoute que les pères de la Compagnie de Jésus considéraient que cette attitude de Pidis avait été la conséquence de fausses informations venant du sodalitium pianum. Et Gaspari cite un autre exemple, celui du cardinal Ferrari, archevêque de Milan, reçu selon lui par Pidis avec froideur et méfiance, allant même jusqu'à pleurer auprès de la Civiltà Cattolica après l'audience. Et puis Gaspari cite encore le cas du cardinal Maffi, qu'on a déjà vu, archevêque de Pise, qui, dans les premières années de son pontificat, n'eut que de bienveillantes attentions et reçut des éloges qui atteignirent leur apogée avec son élévation au cardinalat. Et par la suite, raconte Gaspari, il survint un certain froid. Le pape parlait de lui avec peu de bienveillance avec d'autres, qui par la suite le rapportaient au cardinal. Et d'après Gaspari, c'était dû, à n'en pas douter, à de fausses informations. Ensuite, il y a la déposition du père Jérôme Bianchi, 59 ans, de l'ordre des ermites Camaldule, ancien camérier secret de Pidis. Une de ses réponses à l'interrogatoire illustre un aspect déjà connu de Saint Pidis, à savoir sa fermeté dans les principes, unie à une modération prudente dans leur application concrète. On retrouvera souvent ce jugement-là. Fermeté dans les principes et une modération prudente dans l'application concrète des principes. Ainsi, dit-il, il défendit vaillamment les droits de l'Église, protestant publiquement contre le gouvernement d'Italie en utilisant l'expression « celui qui détient », le roi, celui qui détient le pouvoir. Il ne l'appelait pas le roi, mais celui qui détient. Expression qui semble forte et qui heurte la sensibilité des gouvernants d'alors. Il conseilla pourtant de supprimer un article contre le gouvernement dans la Civiltà Cattolica, parce qu'il disait que de telles polémiques font plus de mal que de bien. Et il permit aux catholiques de voter pour s'opposer aux partis subversifs. Voilà donc pour quelques témoignages des procès ordinaires ecclésiastiques. Pardon, c'était quelques dépositions du procès ordinaire romain. Dans cette première partie, donc, nous voyons en second point une déposition du procès ordinaire de Trévise, de 1923 à 1926.
C'est le témoignage de Monseigneur Ferdinand Rodolphi, évêque de Vicenze, 59 ans. Monseigneur Rodolphi avait été nommé évêque de Vicenze le 14 février 1911, juste au moment où se faisait un grand bruit dans la presse à cause des attaques qui avaient été faites par l'hebdomadaire La Riscosa, des frères Scoton, contre le séminaire de Milan, accusé de modernisme. Or, La Riscosa s'imprimait à Brégances, dans le diocèse de Vicenze, et il était donc naturel que Monseigneur Rodolphi ne se désintéressât pas de la chose. Il était venu en effet tout de suite à Rome, et ayant été reçu en audience par Pidis, il eut également l'occasion de parler des frères Scoton et d'entendre ce que Pidis lui dit à cette occasion. Alors, Monseigneur Rodolphi s'est posé la question plusieurs fois, et il s'est convaincu, je cite son témoignage, que Pidis s'éloignait profondément des systèmes personnels et acerbes d'une partie de la presse catholique qui, dans ces temps-là, se vantait de refléter au plus près les idées du Saint-Siège. Et puis, dans le même temps, il avait des égards, à son avis excessifs, pour des personnes qui montraient un attachement à la cause du Saint-Siège, et aussi pour ceux avec lesquels il avait eu des relations personnelles. Et pour confirmer cela, Monseigneur Rodolphi affirme que le cardinal Delay était d'accord avec les reproches qu'il faisait à la Riscosa. Et ce même cardinal, à la suite des relations faites par Monseigneur Rodolphi sur les excès de la Riscosa, lui envoya une lettre dans laquelle il traçait les devoirs des journalistes catholiques et donnait de sages avertissements de prudence et de charité. Monseigneur Rodolphi affirme également avoir toujours eu du cardinal Delay, avec l'approbation de Pidis, son plein accord à l'interdiction faite à tous les journaux diocésains d'adresser des critiques aux évêques, aux séminaires, aux prêtres, en ajoutant que cela sortait de leurs compétences et que de semblables lamentations pouvaient être envoyées de façon privée, soit au Saint-Siège, soit aux ordinaires. Et puis la prescription menaçait même d'interdit, c'est-à-dire de sanctions. C'est une sanction, il y a plusieurs sanctions, il y a le suspensa divinis, il y a l'excommunication, et puis il y a l'interdit sur les rédacteurs désobéissants. Toujours dans cette première partie, donc des procès, certains extraits des procès, nous voyons en troisième point de copieuses dépositions du procès apostolique romain. Procès apostolique qui eut lieu de 1943 à 1946, donc sous Pie XII. On a le témoignage de Monseigneur Giovanni Bressan, 82 ans, chanoine du Vatican. Je ne prends que quelques extraits. Parce que dès que Pidis fut élu pape, il constitua sa secrétairerie privée, qui était composée de Monseigneur Pescini, de Monseigneur Gassoni, de Monseigneur Bianchi, Monseigneur Ungherini et Monseigneur Bressan, qui ici témoigne. Donc la secrétairerie privée du pape était composée de ces 5 membres. Et là, Monseigneur Bressan affirme que Pidis lisait toutes les lettres qui lui étaient adressées. Il annotait la réponse, parfois en écrivant entièrement le brouillon. Il les redonnait à Monseigneur Bressan, qui alors s'occupait des réponses et de l'expédition aux personnes concernées. Des précisions qui sont importantes parce qu'on a beaucoup accusé la secrétairerie privée de Pidis d'être, de l'empêcher, de l'empêcher de savoir un petit peu tout ce qui se passait dans l'Église. Il était complètement couvé par cette secrétairerie d'État. Pas du tout.
la secrétairerie privée, pardon, pas d'État. La secrétairerie privée était chargée du dépouillement de la correspondance, et la correspondance personnelle du pape était mise à part dans une chemise qui était destinée au pape lui-même. Les affaires moins importantes étaient rapportées oralement au pape, et celles plus graves étaient vues personnellement par le pape, qui portait son attention sur chacune des lettres, et il arrivait parfois à en faire entièrement le brouillon. D'autres fois, témoigne Monseigneur Bressan, pour des cas très graves, il donnait la réponse dans une enveloppe fermée. Enfin, il précise dans son témoignage, il est exact que Pidis traitait personnellement différentes affaires, lorsqu'il voyait clairement ce qui était à faire, et qu'il craignait qu'à travers les bureaux, il y ait trop de lenteur. Et dans ces cas, il se servait souvent de sa secrétairerie personnelle, en donnant des directives précises et en rédigeant lui-même les minutes. On a aussi le témoignage de Monseigneur Ruffini, 56 ans, secrétaire de la Sacrée Congrégation des Séminaires. Il affirme qu'aucun abus n'a été vérifié dans l'usage de la secrétairerie personnelle, les membres de cette secrétairerie n'agissant pas de leur propre arbitre, mais selon les indications de Pidis. Ensuite, un témoignage méchant de monsieur Giovanni Longinotti, 68 ans, qui était le sous-secrétaire du gouvernement italien. Il fut entendu dans les témoignages, et même si sa déposition a un ton plutôt acerbe, il reconnaît que Pidis était riche en nombreuses vertus, qu'il cite la piété, l'humilité, la pauvreté, le zèle pour l'Église et le salut des âmes. C'est déjà pas mal. Mais il avance diverses critiques, spécialement sur l'attitude de Pidis envers la presse dite intégriste et celle non intégriste. Donc la déposition de Longinotti a été entièrement omise dans le sommaire pour la raison suivante, semble-t-il, qu'il ne parle jamais de son propre chef et qu'il ne rapporte que ce qui a été entendu par d'autres personnes, recueillant des paroles qui portent l'écho de cette résistance passive qui exista malheureusement et qui s'opposa avec ténacité aux directives de Pidis dans la lutte contre le modernisme. C'est pour ça que son témoignage n'a pas été retenu, puisque tout est au conditionnel, où tout est « j'ai entendu dire que », ou « un tel m'a dit que », etc. Mais lui-même n'a aucun témoignage personnel. Sans compter ensuite que ce témoin exprime des appréciations et des jugements totalement erronés, tels que celui de dire que de Saint Pidis qu'il fut un homme d'intelligence plutôt modeste. Vous voyez, c'est pas très délicat, on va le voir après. Alors qu'on sait qu'il eut un esprit très pénétrant et très clair. Donc Longinotti raconte et interprète les faits tels qu'ils furent racontés, tels qu'ils furent interprétés dans ce milieu contemporain plutôt rétif aux directives de Pidis, et c'est pourquoi ces dépositions doivent être prises évidemment avec de grandes précautions. Dans son témoignage d'ailleurs, il avoue ne pas avoir, il le dit, de dévotion envers Pidis, ou je n'ai pas de désir particulier pour sa béatification. C'est bien dit, hein. Ou alors, je ne sais rien de particulier sur sa vie avant son épiscopat. Du temps, alors là c'est un peu fort, là, parce que c'est tout ce qui retient de son épiscopat à Mantoue. Du temps où il était évêque de Mantoue, j'ai entendu dire qu'il laissa son frère dans son humble position de facteur dans un petit village près de Mantoue. C'est tout. Comme si, parce qu'il était pape, il allait lui donner des pots de vin. Enfin, je sais pas. Sa nomination au patriarcat de Venise est due au fait que Monseigneur Corna avait d'abord décliné cette offre. Vous voyez le genre de témoignage.
Mon impression est que Pidis était un homme simple, sincèrement amoureux de la pauvreté, mais un homme d'un esprit plutôt moyen, facilement influençable dans certains domaines, homme d'idées peu claires et souvent contradictoires. Certaines de ses attitudes, continue-t-il, faisaient croire qu'il professait des idées larges, qu'il était d'approche facile et étranger aux visées temporelles. Et en même temps, il protégea à fond, jusqu'au dernier, tous les petits journaux intransigeants et brillamment partisans du pouvoir temporel, n'ayant aucune prise sur le public et attentif seulement à allumer des polémiques entre frères, à dévaster le champ assaillant les laïcs, les prêtres, les évêques, les cardinaux. Et il cite parmi ses journaux la Liguria del Popolo, Fede et Ragione, et bien sûr la Riscosa, dont les directeurs et propriétaires étaient les frères Scoton, que Pidis définissait, dit-il, comme les fous. Et il ajoute comme témoignage, malgré cela, il ne prit jamais aucune mesure à leur encontre, bien qu'il en fût prié par beaucoup. Et il poursuit, bien que le pape recommanda de ne pas parler du temporel, c'est-à-dire du pouvoir temporel, il protégea les petits journaux, nommés ci-dessus, tous furieusement adeptes du pouvoir temporel, etc. Et puis arrivent dans ses dépositions toutes sortes d'accusations du même genre. Et il ajoutera, avec un certain culot, en ce qui concerne la prudence, il m'a été dit, par plus d'une personne, qu'on ne pouvait pas toujours se fier à sa parole. Parce que sur le même problème, il lui arrivait de dire blanc à certains et noir à d'autres. Je n'ai pas d'éléments pour me prononcer sur l'héroïcité des vertus de Pidis, je pencherai à l'exclure. Et il résume sa déposition. Je résume la déposition en affirmant que, quant à ce qui me semble certain, Pidis fut un prêtre pieux, aux habitudes simples, aimant sincèrement la pauvreté. Il fut un évêque et un pontife très zélé pour le bien de l'Église et le bien des âmes. Mais son intelligence et sa culture plutôt moyennes, ainsi que son caractère pas aussi clair qu'il apparaissait au dehors, le rendirent facilement ouvert aux influences des personnes médiocres qui l'entouraient, à tel point qu'elles l'induisaient souvent à des jugements erronés, même dans des matières importantes, sur les personnes et sur les choses. Jugements sur lesquels il insistait avec ténacité, laissant à la longue infructueuses toutes les tentatives pour en démontrer l'injustice. Dans le gouvernement de l'Église en Italie, en ce qui concerne la vie civile des catholiques, il garda une attitude souvent inexplicablement contradictoire, révélant un esprit peu clair dans ce domaine et une âme qui n'était pas toujours équitable et sereine. Heureusement qu'on n'a pas attendu ces témoignages pour sa béatification et sa canonisation. Ensuite, un témoignage du père Antoine Soira, 56 ans, de la congrégation du Saint-Esprit, et même si on en reparlera plus loin, plus tard, voici quelques-unes de ces lignes sur la secrétairerie particulière dont on a parlé. Quant à la secrétairerie particulière du Saint-Père, non seulement je n'ai pas entendu en faire des critiques, mais de plus j'ai entendu exprimer des jugements en sa faveur, parce qu'on réussissait par son intermédiaire à obtenir plus facilement et plus rapidement certaines faveurs et certaines grâces de moindre importance. Et puis, le témoignage de Comes Giuseppe della Torre, 59 ans, qui était directeur de l'Osservatore Romano. En ce qui concerne la secrétairerie particulière, le bruit courait qu'elle allait parfois un peu au-delà des directives du pape. Je devrais confirmer ce bruit à cause de quelques petits incidents qui m'est arrivé à moi-même. Dans certaines choses, il y avait peut-être du zèle personnel quelque peu excessif. Plusieurs fois, au contraire, en traitant les affaires, je me confirmais dans la conviction
que la confiance complète et absolue du pape était accordée au cardinal Méry-Delval, homme sévère, oui, mais que je voyais toujours parfaitement équilibré et impartial. Et enfin, le dernier témoignage, celui de Guido Aureli, journaliste, 75 ans. Ce témoin dit ne pas avoir connu personnellement Pie X. Monsieur Aureli a bien connu les milieux romains, spécialement le milieu libéral, étant donné qu'au moment de l'élection de Pie X, il était directeur du journal très connu, La Tribuna. Il approcha aussi un certain nombre de personnes qui furent en rapport avec Pie X. Donc bien informé et très équilibré dans ses jugements, sa déposition porte la trace des appréciations faites sur le pontificat de Pie X dans le milieu libéral, qui en soi, évidemment, ne devait pas lui être favorable. Et il commence son témoignage ainsi. « Je n'ai pas de lien de parenté avec Pie X. Je n'ai reçu aucune information. Je n'ai pas de raison humaine en déposant mon témoignage. Je désire la glorification de Pie X. » Et il continue, à l'époque où Pie X fut élu pape, j'étais rédacteur de la Tribuna et je m'occupais de façon particulière des questions politico-religieuses en gardant le contact avec les rédacteurs de l'Osservatore Romano. Et cette partie de ma mission fut plus que jamais délicate pendant le pontificat de Léon XIII à cause du milieu journalistique extrêmement hostile. Le nouveau pontife, avec sa fameuse première encyclique, dans laquelle il annonça son programme, Instaurare omnia in Christo, impressionna tout de suite favorablement notre milieu notoirement intransigeant. Tant et si bien que je pus accomplir mon rôle avec plus de tranquillité et de liberté. Le ton d'une grande simplicité et très paternel, instauré par Pie X au Vatican, fut plus que jamais bien accepté par la population de Rome. En ce qui concerne la lutte contre le modernisme, le milieu dans lequel je vivais en comprit en général l'opportunité. Il se rendit compte que le pape s'y intéressait personnellement et la dirigeait avec non seulement de la longanimité, mais aussi avec un sens de l'équité et de la justice absolument supérieur. Tout à fait le contraire du témoignage de Gaspari. Le mouvement eucharistique promu par le pape éclaircit les idées de beaucoup dans le milieu laïque et, à ma connaissance, plusieurs francs-maçons défièrent la colère de la secte en revenant à la pratique des sacrements. Toutes les réformes promulguées concernant les séminaires, la discipline du clergé, les fêtes liturgiques et la curie romaine furent généralement bien accueillies dans la presse libérale. Je rappelle que l'action de la secrétairerie particulière du pape était souvent attaquée par des éléments modernistes, plus ou moins concernés, qui soutenaient qu'elle outrepassait ses mandats et sa compétence, et parfois empêchaient que leurs recours et leurs appels arrivent au pape. Mais ces accusations se révélèrent fausses dans une enquête menée pour mon compte pour des raisons professionnelles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.